Le château de Roménil a été construit donc en 1750 pour Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes. Le prince de Dombes étant le petit-fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Le château sert de rendez-vous de chasse au prince de Dombes à partir de 1750, date de sa fin de construction. Le prince de Dombes achète tout Roménil en 1748 et auparavant il avait la ferme de la Motte à Sept-Noël qui lui servait de rendez-vous de chasse. Et Roménil va lui permettre de construire un château plus conséquent où il vient chasser régulièrement, étant propriétaire du comté d'Eu et du duché d'Aumale depuis la mort de son père en 1736 et propriétaire naturellement du château d'Eu. Le prince de Dombes vient chasser régulièrement ici. Malheureusement, il ne va pas se servir longtemps de son rendez-vous de chasse puisque date de création du château 1750, date de sa mort le 1er octobre 1755. Donc à partir de cette date, le château passe son héritage à Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, son frère, puis à Louis XV, à Louis XVI, et par un jeu complexe d'héritage et de tractation au duc de Penthièvre, le duc de Penthièvre étant le dernier prince royal propriétaire du château de Roménil. C'est lui qui va le vendre aux Libaud, monsieur et madame Libaud, qui sont les premiers maîtres verriers qui vont créer la verrerie de Roménil au mois de mars 1778. Donc le château du prince de Dombes n'était qu'un rendez-vous de chasse. Lorsque les Libaud arrivent ici, il manque un élément essentiel pour pouvoir habiter le château toute l'année, ce sont des cuisines et le logement du personnel. Et c'est donc à cette époque-là qu'est construite l'aile dans laquelle se trouve la grande cuisine du XVIIIe et à l'étage le logement du personnel. À partir du mois de mars 1778, le château est la résidence des maîtres verriers et monsieur et madame Libaud exploitent la verrerie de Roménil qu'ils ont créée. Auparavant, ils travaillaient à la verrerie du Val d'Anois, tout près d'ici, à 3 km d'ici, en association avec monsieur de Bongard de Roquigny, les de Bongard étant une des 4 grandes familles verrières normandes. À l'origine de la verrerie, on ne fabrique ici que du verre à vitre à manchon, qui est une technique très particulière, et façon bohème, avec importation de main-d'œuvre allemande. Et ensuite, petit à petit, au fil des années, l'évolution va se faire vers de la production de gobeletterie et on va arriver à la fabrication des flaconnages de parfums de luxe pour les grands parfumeurs parisiens. Et donc la verrerie de Roménil, lorsqu'elle termine son activité en 1978, ne fabrique plus que des flaconnages de parfums de luxe pour les grands parfumeurs. Monsieur Libaud meurt en 1779, juste une année après la création de la verrerie, et c'est madame Libaud, son épouse, qui va mener d'une main de fer la verrerie de Roménil pendant 45 années jusqu'à sa mort en 1823. Madame Libaud va devoir, au moment de la Révolution, louer même sa verrerie à des gens connus, puisque dans ces personnes qui vont exploiter la verrerie, il y a Casimir Périer et son frère Scipion Périer. Madame Libaud reçoit ici le roi Louis-Philippe à plusieurs reprises et est très amie avec la duchesse douairière d'Orléans. Nous sommes ici sur le site de la Bonne Entente. Louis-Philippe était un roi très original par rapport à ses prédécesseurs parce que ce n'était pas un roi chasseur. D'ailleurs, on trouve une mention de cette particularité dans les Choses vues de Victor Hugo. Parlant de Louis-Philippe, il disait que c'était un roi incorruptible aux sacristains, aux valets de chiens et aux danseuses. Et donc le fait qu'il ne soit pas chasseur, peut-être ça explique qu'il ait une vision, on pourrait dire, plus touristique de la forêt et une pratique, on pourrait dire, bourgeoise, parce qu'il aimait bien se promener en forêt. Il y allait en calèche, donc on trouve pas mal de mentions de ses visites en forêt. Dans les mémoires de la comtesse de Boigne, il avait cette particularité de faire des visites souvent en forêt de Fontainebleau, en forêt d'Eu aussi, mais en forêt d'Eu, donc il était souvent que pour les congés. Et on pourrait dire aussi que ces promenades avaient une visée politique, parce qu'on trouve aussi dans Victor Hugo quelque chose de très intéressant. Il avait un ministre des Finances très récalcitrant, qui s'appelait M. Humann, et c'était un Alsacien très entêté. Et quand ce ministre ne voulait pas répondre favorablement donc, aux demandes du roi,
Louis-Philippe l'emmenait en forêt, le baladait en forêt 2, là, en calèche, pendant toute une journée. Il le laissait parler, puis à la fin, donc, ce ministre se déridait. Donc on pourrait dire qu'il avait vraiment un usage, on pourrait dire, politique de la forêt. Et le clou, on pourrait dire, de cette pratique, ça a été la visite de Victoria, puisque en septembre 1843, donc, il a organisé 2 visites en forêt 2, toujours pareil, en char à banc et en calèche. Et on sait qu'effectivement ces visites se sont conclues par l'entente cordiale. Donc là on voit que la forêt avait véritablement un rôle politique de première importance. Grâce au tableau de Karl Girardet, on sait que c'est exactement à cet endroit que Louis-Philippe a organisé le repas avec la reine Victoria. Alors cet endroit est intéressant à plus d'un titre parce qu'on se rend compte surtout que Louis-Philippe avait un sens du paysage puisqu'il a choisi un des plus beaux panoramas de la région. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de cette volonté d'occuper et d'utiliser la forêt de manière touristique. Alors cette vision, cette pratique bourgeoise et touristique, on pourrait dire, de la forêt, on la retrouve aussi au niveau des équipements. Par exemple, lorsqu'on consulte les archives, on voit que Louis-Philippe a projeté pas mal de routes qu'il appelait des routes d'agrément. Souvent, donc, on faisait des routes pour exploiter les bois, on faisait des routes justement pour la chasse à courre. Eh bien, on voit sur les plans routes d'agrément, notamment la route Clémentine, qui est près du château d'Eu, et c'était quand même des dépenses considérables. Dans ces équipements, on pourrait dire d'agrément, il avait aussi fait poser pas mal de poteaux. Alors à l'époque, les poteaux, ils étaient en chêne, peints en vert avec des ailes blanches. Et là, c'est pareil, c'était très clairement pour que les gens puissent se promener et trouvent des directions en forêt. Donc pour toutes ces raisons-là, on pourrait dire que Louis-Philippe est un petit peu un précurseur de l'usage d'accueil de la forêt. Parce que c'est très novateur à son époque. Hein. C'est au début donc, du 19e siècle. Et c'était aussi motivé par le fait qu'il qu'il s'intéressait beaucoup aux paysages forestiers et aux vieux arbres. Et il a notamment, répondu favorablement à une pétition des peintres de Barbizon. C'était en 1837, là c'était pour la forêt de Fontainebleau. Et contre l'avis de l'administration forestière, il a carrément demandé à ce que l'on supprime des coupes de régénération, c'est-à-dire que l'on garde sur pied des vieux arbres. Et c'est des peuplements donc, au sein desquels les peintres puisaient leur inspiration. Et on retrouve ce souci de garder les vieux peuplements, on pourrait dire ce souci de la beauté esthétique de la forêt, en forêt 2, avant Fontainebleau. Donc eux a été précurseur, parce que dans l'aménagement de 1825, il demande très clairement à ses forestiers de conserver des peuplements de hêtres dans un canton non loin d'ici qui s'appelle la Tête de Biche. Et ça, c'est aussi très novateur pour l'époque. Derrière nous, on a un peuplement qui a aujourd'hui 180 ans et qui est directement issu des travaux de régénération que Louis-Philippe avait demandé à ses forestiers de mener donc, dans cette parcelle. Et il était aussi à ce titre-là très original parce qu'il a demandé donc, à ce que l'on pratique dans ces forêts une méthode de sylviculture qui était basée sur un modèle de sylviculture allemande. C'est-à-dire qu'il demandait à ce qu'on régénère donc, la futaie progressivement, parce qu'il avait la volonté justement de transformer les peuplements qui autrefois étaient des taillis pour alimenter les verreries en futaie. Donc c'est-à-dire en futaie, en arbres qui allaient vivre beaucoup plus longtemps, que l'on allait garder sur pied 120 ou 150 ans. Et d'ailleurs la preuve en est, ici on les a gardés jusqu'à 180 ans. Alors pourquoi? Parce que Louis-Philippe était quelqu'un qui était aussi très près, de ses sous et qui était aussi un homme d'affaires avisé. Et à l'époque, il a senti que justement les verreries seraient alimentées par le charbon et que c'était plus la peine de garder du bois de chauffe dans la mesure où on pouvait mieux valoriser le bois de hêtre, notamment avec les traverses de chemin de fer, avec les sabots, avec il y avait aussi, on faisait beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Donc le hêtre est un bois, on faisait aussi pas mal dans la région de tonneaux pour les harengs. Donc il y avait vraiment une utilisation donc, qui était très importante de bois de hêtre, ne serait-ce que dans l'économie locale.
Toujours dans sa volonté d'ouvrir la forêt au public et surtout rendre plus agréable la promenade, le roi Louis-Philippe, en 1845, a décidé de faire ériger cette stèle en l'honneur de sa sœur bien-aimée, Adélaïde. Donc là, nous sommes dans un canton avec un saut dans le temps de 50 ans, c'est-à-dire sous la gestion de Gaston, comte II, qui avait confié la forêt donc à un ancien inspecteur des eaux et forêts, M. Ernest Maire, qui a eu l'heureuse initiative, et c'était tout à fait original et novateur pour l'époque, de planter des mélèzes, comme ceux qu'on voit derrière moi, donc des mélèzes du Japon, dans les parcelles où la régénération de hêtres avait échoué. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir conservé ces arbres qui font partie des arbres remarquables de la forêt d'Eu et même de la Normandie. En 1873, les Orléans ont récupéré les biens et les domaines qui avaient été confisqués sous le Second Empire. Et à ce moment-là, le duc d'Aumale donc devient propriétaire et gestionnaire du domaine d'Aumale, comme c'est écrit sur la plaque de la maison forestière. Et c'est quelqu'un qui s'intéressait particulièrement à la gestion des forêts et qui a mis en œuvre pas mal de mesures pour améliorer cette gestion. Et notamment, donc, à son instigation, il y a beaucoup de maisons forestières qui ont été édifiées. Il y a des poteaux en fonte des maisons forestières comme celle-ci, donc qui portent dans leurs murs des tirants HO Henri d'Orléans, donc des armes que l'on retrouve d'ailleurs dans les plaques de cheminée. Et c'est aussi donc à cette époque et un peu plus tard, puisque leur installation s'échelonne de 1876 à 1900, qu'ont été installés donc en forêt d'Eu les poteaux en fonte, donc au nombre de 28 poteaux. Le plus ancien étant le poteau Maître Jean. Et le poteau Maître Jean est intéressant parce que dans la toponymie, c'est la première fois donc qu'apparaît, on pourrait dire, un membre de la famille d'Orléans, parce que ce poteau doit son nom à une réplique du frère de Louis XIV, donc qui est à l'origine de la branche Orléans, donc celle de Louis-Philippe, qui aurait croisé un bûcheron et qui lui aurait tendu sa bourse pour le remercier du chemin en lui disant « Voici mon brave, tenez Maître Jean, voici pour vous ». Alors et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le nom des Orléans dans la plaque de la maison. Alors, à mon humble avis, c'est parce qu'effectivement, là, on est au plus loin du château, on est à 40 km exactement, donc par les routes forestières, et c'est un petit peu, on pourrait dire, les limites du domaine des Orléans en Basse-Forêt d'Eu.